Bonjour à tous. Alors, Victor va arriver sur scène dans quelques minutes. Hop là, tu m'entends bien? Ouais, super. Hello Victor. Parfait, nickel. Trop cool, trop cool. Euh, Bonjour à tous. Ah oui, on est déjà en direct là, c'est ça? Ouais, on est Ah, du déjà en coup, direct. Il y a toujours des personnes qui arrivent un petit peu plus tôt que les 13 h. Donc voilà, ah bah super. ils nous Donc voient je peux plus papoter. m'empoiffer là, ok. Non, c'est Bon, ça terminé marche. là. Ouais. Là, si t'as un bout de salade coincé dans les dents, tout le monde l'a déjà vu. Ouais. Bien vu, bien vu, bien vu. Touché. Non, ça va, t'es nickel. Bah écoute, de toute façon, après, l'idée à chaque fois, c'est de commencer vers 13h02, 13h03 pour attendre un petit peu tous les participants qui se connectent. Et il y en a déjà pas mal qui se connectent. Trop cool, bonjour à tous, hein, partagez, n'hésitez pas à commenter, à mettre des messages dans le chat. Dites-nous ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de manger. Est-ce que vous avez déjà mangé, vous êtes au café, ou est-ce que vous attendez? Peut-être qu'il y en a des courageux qui attendent la fin du webinaire à 14 heures pour aller manger. Donc, on va essayer d'être bien straight sur l'horaire pour pas que ça vous retarde sur votre déj. Voilà, n'hésitez pas à dire, où vous en êtes, ce que vous faites, avec plaisir pour savoir. Et donc, je précise effectivement, en attendant que tout le monde se connecte, je leur dirai tout à l'heure. Donc, on a un module questions qui est plutôt bien foutu dans Livestorm. Donc, l'idée, c'est plutôt de poser l'ensemble de vos questions dans ce module questions, parce que ça vous permet à la fois de poser vos questions et de voter pour les questions que vous souhaitez qu'on adresse à Victor. Et puis après, n'hésitez pas à utiliser le module de chat voilà, pour échanger entre nous, entre vous, pour effectivement nous faire part de peut-être ce que vous êtes en train de déjeuner. Voilà. Et donc, on a toujours pas mal de personnes qui arrivent, qui se connectent. Comme je disais, on va attendre encore 2-3 minutes avant de commencer l'événement. T'es où toi, Benoît? T'es chez toi du coup? Ou t'es au bureau à Advisory? Ouais, non, là, je suis chez moi, d'où effectivement une petite problématique de double écran. Ouais, donc c'est pas les Trop cool. locaux T'es d'Advisory. sur l'île, c'est ça? Je suis sur l'île, ouais. Trop Je suis cool, sur trop cool, trop l'île, cool. ouais. Ouais, très sympa. Non, moi, je suis chez moi à Paris, dans le 10e, donc bien au chaud aussi. Ah ouais. Alors, les personnes continuent d'arriver. On va encore attendre 1 à 2 minutes avant de Ouais, avec plaisir, commencer. sans problème. Bah, bonjour à tous, hein. Merci d'être là aujourd'hui. On est hyper heureux de vous avoir. Merci à ceux qui sont ponctuels parce que du coup, c'est toujours un petit peu t'es quand même un peu rassuré du coup quand on organise ce genre d'événement et que tu vois des gens qui sont là tôt et ça te rassure un peu. Tu te dis, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème dans l'invitation, il n'y a pas de problème dans le lien, la technique marche bien et donc après derrière, on va pouvoir délivrer un max de valeur. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. N'hésitez pas à dire aussi hein, s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes d'image, vous nous dites, comme ce qu'on ajuste, avec grand plaisir. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on commence à déjà être pas mal, donc je vais progressivement commencer cette nouvelle édition du Bourbier. Donc on est sur la 21e édition du Bourbier et donc on est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Donc bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je m'appelle Benoît Rosier, ça fait 10 ans que je fais du produit, j'ai été product manager, entrepreneur et aujourd'hui je suis cofondateur d'Advisory, CPO d'Advisory et bien évidemment animateur de ce fantastique événement qu'est le Bourbier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du Bourbier et qui sont nouveaux, même si je vois souvent les mêmes têtes qui reviennent dans les participants, mais il y a toujours des nouvelles têtes. Le Bourbier, c'est une instance un peu originale où l'idée, c'est un peu de témoigner de nos galères respectives, hein, parce que bon, on vit tous
des belles galères sur nos métiers et c'est toujours intéressant et enrichissant d'apprendre des galères des autres. Ça permet parfois de ne pas refaire les mêmes erreurs, donc tout ce qui est intéressant avec ces instances du bourbier. Et puis, pour terminer cette petite introduction, je vais peut-être juste représenter en 30 secondes Advisory. Donc, c'est une agence dédiée aux produits. Donc, on adresse différents métiers autour du product. Donc, bien évidemment, les métiers de product manager, mais aussi de product designer et de product engineer. Et puis, une de nos grosses ambitions, c'est bien évidemment de promouvoir et d'évangéliser notre belle discipline qu'est le product management. Donc, on est très heureux de faire ces bourbiers. Et donc juste peut-être pour présenter et introduire, Victor et puis je te laisserai, compléter. Donc aujourd'hui, on est très heureux, d'accueillir, Victor, hein, qu'un certain nombre d'entre vous, je suis sûr, connaît, déjà Victor. Donc Victor, product manager, chez L'Oréal, très actif aussi sur LinkedIn. Si vous ne connaissez pas, le LinkedIn de Victor, je vous encourage fortement, à vous abonner puisque, voilà, il propose des publications, de très grande qualité et quotidiennes, donc ce qui est plutôt rare honnêtement sur LinkedIn, parce que parfois on a un peu, des publications qui sont, plus ou moins bien foutues, mais avec Victor, pas de souci là-dessus. Donc je vous encourage, fortement, à le suivre. Et puis Victor, aujourd'hui, il va nous parler, d'un hot topic, d'un gros sujet qui est celui de, l'IA et du product management. Et Victor, je vais te laisser la main, juste pour rappel pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. L'idée, c'est d'avoir, voilà, une instance la plus vivante possible. Donc n'hésitez pas à nous poser, vos questions dans le module questions et à voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et intéressantes. Et je me ferai votre avocat et je poserai l'ensemble de vos questions à Victor. Allez, Victor, je te laisse peut-être la main maintenant pour entamer cette très belle nouvelle édition du Bourbier en te présentant et puis du coup en lançant un petit peu ce nouveau sujet. Super, merci beaucoup. Merci à toi du coup, hein, Benoît. Je suis hyper content de d'avoir cet échange, de pouvoir faire cette présentation. Merci aussi à toi pour tout le contenu que tu produis sur LinkedIn. C'est hyper riche aussi, hyper intéressant sur tous les aspects d'inclusivité aussi. Je trouve que c'est très très utile et on a peu de contenu comme ça en France. Donc top, merci. Merci pour l'invitation également. Merci à Advisory. Moi j'aime beaucoup bosser avec vous. J'aime beaucoup échanger avec vous. On a fait des meet-up ensemble. Donc voilà, j'adore faire des choses avec vous. Donc merci beaucoup. Moi, du coup, comme tu l'as dit, je suis product manager et je produis beaucoup de contenu sur le LinkedIn, sur le product management. Aujourd'hui, en fait, je vais essayer un peu d'illustrer cette problématique concrète des produits avec de l'IA avec un cas qu'on rencontre en fait dans notre dans nos travaux chez L'Oréal. Moi, je travaille chez L'Oréal pour développer des produits à destination des employés pour leur permettre d'être plus efficaces de manière assez simple. L'Oréal, c'est une entreprise qui, comme tout le monde doit le savoir, crée des produits cosmétiques, donc des shampoings, des parfums, des crèmes. Et donc, on a un enjeu de réussir à toujours trouver des produits cosmétiques plus innovants, plus efficaces. Ça va être trouver des crèmes encore plus hydratantes, encore plus efficaces, encore moins grasses, trouver des shampoings qui lavent encore mieux les cheveux, qui ont pas besoin de beaucoup d'eau pour être rincés, donc qui vont consommer moins d'eau. Et puis voilà, ça peut aller plus loin en termes d'innovation. On va vouloir trouver peut-être des shampoings qui luttent contre la chute des cheveux et des problématiques comme ça. Donc, on a des gens chez nous qui sont des chimistes au sein d'un département qu'on appelle la recherche et l'innovation, qui vont vraiment travailler pour mélanger des produits, enfin, mélanger des matières premières afin de construire des produits cosmétiques. Des chercheurs, des chimistes, comme on l'imagine, hein, des chimistes comme au lycée à la Paillasse, avec leur blouse, qui vont mélanger dans des béchers des ingrédients pour à la fin faire des produits efficaces. Et donc, on a beaucoup bossé avec eux pour essayer de les rendre plus efficaces dans leurs travaux. Et donc, on va un petit peu illustrer ça. Voilà, je vais utiliser ça comme cas fil rouge pendant tout le webinaire, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu le contexte que j'ai envie de vous donner. Donc, voilà, on imagine vraiment qu'on est un peu voilà avec des chimistes qui bossent à leur paillasse, qui mélangent les ingrédients et qui ont voilà peut-être pas des outils qui ne sont pas forcément digitaux, qui ont des cahiers de recettes qui sont peut-être manuscrits. Et donc, on va essayer nous de d'améliorer tout ça avec du digital et évidemment de l'IA. Donc, pour démarrer un petit peu, je vais prendre un tout petit peu de recul avant de repartir. Voilà. Ensuite, on va repartir un peu hein, dans le labo de chimie, dans le labo de chimie L'Oréal avec nos chimistes, nos chercheurs, mais je vais juste reprendre un tout petit pas de recul pour contextualiser, pour bien dire qu'en fait, au-delà de l'IA, donc l'intelligence artificielle, la data science, le machine learning, la technologie en général, elle entretient une relation assez compliquée avec l'homme. L'image là que j'ai mise à l'écran, que j'aime bien, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin
où en fait on voit bien un peu ce paradoxe qu'il y a, où en fait la technologie, elle a un côté extrêmement libérateur parce qu'elle permet de produire plein de choses qui vont nous aider à faire avoir un meilleur quotidien. Donc les chaînes de montage qui sont illustrées notamment dans des films comme Les Temps modernes, ça permet de construire des voitures, et les voitures, ça nous permet de nous déplacer, de voir nos proches, de pouvoir aller plus loin, et donc ça augmente beaucoup ce qu'on peut faire. Donc en fait, on est content de pouvoir faire ça. Mais d'un autre côté également, ce qu'on voit très bien dans le film, c'est qu'il y a un côté très asservissant à cette technologie, puisque pour construire ces nouveaux outils technologiques, pour construire ces voitures, eh bien, on va forcer l'homme à réaliser des tâches très manuelles, très répétitives, avec très peu de valeur ajoutée. Et donc, en fait, on se demande un petit peu, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que construire une voiture qui, effectivement, nous permet de faire plein de choses et c'est positif, est-ce que ça compense ces aspects négatifs de le travail derrière, il est pénible, il n'est pas agréable sur la chaîne de montage? Donc, Les Temps modernes, c'est un film qui, je pense, est aussi là beaucoup pour critiquer tout ce qui est Fordisme, Taylorisme, c'est-à-dire on met des gens qui vont réaliser des tâches très répétitives pour être le plus efficace possible, mais en fait avec aucune attention à est-ce que c'est épanouissant pour eux. Donc c'est un film un peu caricatural, mais je pense que voilà, faut quand même conserver un peu ça en tête que depuis toujours en fait, on aime à la fois la technologie parce qu'elle nous augmente et puis en même temps on en a peur et elle nous asservit par certains aspects et elle a des aspects également négatifs. Donc c'est un peu pour voilà contextualiser tout ça. Je suis désolé, c'est très très large, mais je pense que c'est important de bien se remettre là-dedans. L'IA, l'intelligence artificielle, l'utilisation de la data à grande échelle avec des algorithmes de machine learning, c'est quelque chose de technologique et ça rentre un peu dans cette problématique. On va voir qu'il y a des spécificités, mais ça reste toujours un symptôme, un épiphénomène de cette relation compliquée entre l'homme et la technologie. Donc, euh, donc voilà, mais l'IA, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça exacerbe beaucoup toutes les craintes qu'on peut avoir et puis également tout l'enthousiasme et toutes les envies qu'on peut avoir. Avec du coup deux éléments un peu d'actualité récente. Alors bon, Terminator, c'est un peu plus ancien, ça doit dater des années 90 à peu près. Mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle, beaucoup de fantasmes autour de, voilà, en fait, la machine. Si on crée des machines qui sont trop fortes, en fait, à un moment, elles vont devenir suffisamment fortes pour devenir plus fortes que nous et en fait, nous réduire en esclavage. Et c'est un peu ça le pitch de Terminator. Donc voilà, pas mal de peurs très exacerbées sur ce côté, en fait, la machine va remplacer l'homme. Et puis à côté, vous avez des technos comme ChatGPT, qui est beaucoup plus récent pour le coup, où là, en fait, il y a un enthousiasme extrêmement élevé qui est suscité autour de ça. Et moi, typiquement, je le vois bien, en fait, avec nos utilisateurs, avec les gens avec lesquels on interagit, qu'il y a vraiment cette double réaction. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, dès qu'on parle avec les utilisateurs, dès que je parle, moi, avec mes chimistes, qui, en fait, eux, vont vouloir mélanger des ingrédients à leur paillasse, et en fait, on va essayer de leur proposer des briques techniques avec de l'intelligence artificielle pour leur permettre de simuler plus vite ce que va pouvoir donner un produit à la fin, quelle va être sa performance. Donc, faut savoir que globalement, voilà, comme je le disais un peu tout à l'heure, un shampoing, ça a différents indicateurs de performance, quelque part différents, un peu KPIs, qui sont assez naturels. En fait, vous, quand vous achetez un shampoing, moi, quand j'achète un shampoing, je vais rechercher différentes caractéristiques. Je vais avoir envie que le shampoing il mousse, je vais avoir envie que mes cheveux soient bien propres après, que quand je les touche, ils soient doux. Encore une fois, comme dit tout à l'heure, j'ai envie de pouvoir le rincer facilement. Donc, il y a un certain nombre de performances, de caractéristiques qu'on va attendre d'un produit donné, d'un shampoing en l'occurrence. Et nous, ce qu'on propose en termes de briques techniques, ça va être justement d'essayer de prédire plus rapidement la performance d'un mélange d'ingrédients donnés qui va créer un produit cosmétique. Donc en fait, je mélange de l'éthanol, différents ingrédients comme ceux qu'on voit au dos des shampoings, et du coup, je vais aider le chercheur, le chimiste, à prédire, à simuler la performance, donc mesurée par de la mousse, est-ce que ça va bien et tout, mais sans avoir besoin de le tester à la main, sans avoir besoin de vraiment même réaliser la formule en tant que telle, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Faut savoir que du coup, quand on teste des shampoings comme ça, quand on crée des shampoings comme ça, c'est un process qui est compliqué, qui est long. Et c'est normal, hein, parce qu'on a envie que les gens, quand ils le mettent sur leur tête, quand on l'a commercialisé, ça soit safe et bien sûr, et qu'il n'y ait pas de danger pour eux, pour leur santé. Ce qui veut dire qu'il y a une batterie de tests assez importante à passer, mais ça veut aussi dire que ça prend du temps. Donc, typiquement, on va devoir recruter peut-être des centaines de personnes, les faire venir, leur faire un shampoing, tester si le truc marche bien,
Et puis ensuite, on va faire d'autres batteries de test sur un peu est-ce que le produit, est-ce que le produit cosmétique il est bien stable dans le temps, est-ce qu'il n'y a pas de danger sanitaire. Enfin bref, toute une batterie de tests qui prennent du temps pour pouvoir ensuite le commercialiser. Ce qui veut dire que quand on a envie de lancer ces choses-là, il faut pour être vraiment sûr que le produit il en vaille la peine. Ça veut dire que si je suis capable très très vite de dire, bah tiens, ce produit, il a une bonne performance, il va faire beaucoup de mousse, les gens ils vont être contents. Si je peux le faire rapidement sans avoir à le faire concrètement sur des gens, sur des vraies têtes, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc l'IA, elle sert à ça. L'IA, elle peut nous servir à justement accélérer à fond cette partie d'un peu d'innovation, d'itération côté chimiste, pour lui permettre ensuite de trouver des produits plus innovants et donc de tester uniquement les trucs qui sont les plus pertinents après. Parce qu'encore une fois, ça prend du temps et c'est normal. On veut que d'un point de vue réglementaire, ça soit bien. Mais du coup, en fait, quand moi je vais voir le chimiste pour lui dire, bah, c'est génial, en fait, je vais t'aider à du coup formuler beaucoup plus rapidement, à identifier beaucoup plus vite les ingrédients qui vont te donner des bonnes performances à la fin. De ce chimiste, il a un peu peur parce que évidemment, bah, il se dit, ok, mais c'est quoi ma valeur ajoutée là-dedans? C'est quoi mon job en fait dans 10 ans si des algorithmes ils arrivent à faire mieux que moi quelque part ou s'ils sont plus efficaces? Est-ce que du coup, voilà, est-ce qu'en fait ça vaut le coup que j'investisse bah, pour vous aider pour construire ce produit avec de l'IA si en fait à la fin ce produit avec de l'IA il va me remplacer et enfin, du coup je vais devenir obsolète. Donc voilà, problème qui vient assez vite et effectivement voilà, il y a toujours tout de la technologie qui nous fait un peu peur. Et là, on voit que c'est encore plus exacerbé parce qu'à la fin, il y a une sorte un peu de spectre où on se dit, bah, potentiellement, cette technologie, l'IA, elle risque de me remplacer. Et puis Mmh. en symétrique, on a les technos comme voilà, ChatGPT, l'IA, un peu plus, on va dire, grand public, où en fait tout le monde le voit, ce genre de techno, et donc bah, les chercheurs également, et donc ils sont forcément un peu ce côté très enthousiaste de se dire, ah ouais, quand même, ça a l'air vraiment dingue, ces trucs-là. Et donc là, ça va être un peu l'effet inverse. Ça va être de dire, bah, en fait, on passe de l'IA fait peur à j'ai envie de mettre de l'IA partout. Parce que, bah, évidemment, quand on voit les performances d'outils comme ChatGPT, et puis tout ce qui se fait autour de la générative AI, tout ce qui va se faire autour du coup de l'IA qui va générer du contenu, du texte, des photos, des vidéos, des choses comme ça, bah, tout le monde a envie de l'avoir un petit peu. Ce qui fait qu'il y a aussi cet autre versant symétrique qui, pour le coup, est beaucoup plus positif envers la technologie, mais qui les limite un peu trop. Donc voilà, relation compliquée et puis un peu exacerbée sur les sujets IA. On le voit parce qu'en fait, voilà, quand tu es un chimiste qui a toujours fait ton boulot à ta paillasse et globalement de manière assez peu digitale ou un peu digitalisée, quand on te dit on va te trouver un algorithme pour te permettre d'accélérer beaucoup le temps que tu passes, d'être encore plus performant, bah, tout le monde est content d'être plus performant, mais on a un peu peur à un moment de se dire bah oui, mais potentiellement, est-ce que ma place, elle reste justifiée? Est-ce que je risque pas de me faire de devenir obsolète à terme? Peut-être, Victor, une petite question de vocabulaire et de terminologie. Parce qu'effectivement, on a une terminologie qui est assez vaste, hein, dans le domaine de l'IA. Du coup, chez L'Oréal, de ce que je comprends, vous parlez beaucoup d'IA, mais il y a d'autres boîtes qui vont parler un peu plus de data science, d'autres de machine learning ou deep learning. Euh, Quelle différence tu fais justement entre voilà, ces différentes dimensions de l'IA pour que ça soit un petit peu bien clair pour les personnes qui nous écoutent? Parce que voilà, Oui, bien c'est sûr. possible que dans certaines boîtes, tu vois, tu aies plutôt des départements de data science avec des data scientists, des ML engineers. Donc, voilà, un petit peu revoir ce vocabulaire. Avec plaisir. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est important effectivement d'être très clair là-dessus. Alors, il y a un niveau un peu zéro en termes de technologie, de besoin, de prérequis qui est avoir de la donnée. La donnée, c'est assez simple, hein, c'est globalement ce qu'on a dans un fichier Excel. On a un peu plus compliqué, un peu plus gros, mais grosso modo, en fait, à partir du moment où on vous parle d'IA, de data science, à partir du moment où il y a le mot data, quelque part, il y a une base de données qui va être donc voilà, schématiquement une sorte de fichier Excel. Il vous faut ça, c'est la base et un peu c'est le niveau zéro de la pyramide. Ensuite, on va dire il y a trois niveaux un petit peu de complexité qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. Le premier niveau, ça va être ce qu'on va appeler la data visualisation. Donc la data visualisation, c'est j'ai mon fichier Excel euh, qui me donne par exemple le nombre d'utilisateurs de mon application en fonction du temps. Donc voilà, j'ai jour 1 100 utilisateurs, jour 2 100 utilisateurs et ainsi de suite. La data visualisation, ça va me permettre de visualiser, hein, comme son nom l'indique, une courbe, par exemple, qui va montrer, bah, du coup, voilà, je vois à quel point ça croît, c'est linéaire, ça augmente. Et donc, ça, voilà, vraiment, c'est visuel. Je vais pouvoir voir, commencer à voir des choses sur la data. Je vais pouvoir me dire, bah, tiens, c'est intéressant, ça augmente de telle manière. J'ai un petit drop à cet endroit-là, potentiellement parce que c'est le week-end et les gens téléchargement de mon application. Et donc, premier niveau, du coup, la data visualisation. Ensuite, deuxième niveau, on va avoir ce qu'on appelle la data analyse
Donc la data analyse, ça va aller un peu plus loin que juste de la visualisation basique. On va commencer à essayer de faire des corrélations, des liens entre les données. Donc on va dire par exemple, bah, voilà, c'est intéressant, on voit que globalement l'écart type, en fait, jour après jour, il est de temps, ce qui veut dire que potentiellement, si on se projette dans l'avenir, on va pouvoir réussir à avoir tant de personnes d'ici 2 mois. Tiens, la moyenne d'acquisition par jour, c'est de temps. Donc, on va faire des stats un tout petit peu plus poussées. On va rentrer un petit peu plus dans la compréhension du phénomène derrière, là où le premier niveau de data visualisation, il était très descriptif. Donc, on commence à rentrer dans des choses un peu plus poussées. Et le troisième niveau, globalement, on va dire, c'est le niveau un peu de la data science. Et donc, la data science, ça va être de mettre en place des algorithmes qui vont nous permettre de faire ce genre d'analyse à grande échelle, en grand volume. Et à l'intérieur de cet étage de data science, justement, souvent, ce qu'on met là-dedans, ça va être des algorithmes qu'on appelle de machine learning. Et donc, des algorithmes de machine learning, c'est équivalent globalement à de l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup les données historiques, donc qu'on aura d'abord analysées par de la data visualisation, par de la data analyse, et on va essayer d'anticiper le futur à partir de ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, typiquement, ça va être, bah, j'ai vu qu'en fait, je gagnais 10 utilisateurs tous les jours depuis 6 mois. Et bah, je vais essayer de prédire ce qui va se passer dans le mois qui vient en disant que potentiellement, ce qui s'est passé dans le passé risque de se reproduire dans le futur. C'est une hypothèse basique. Et donc, du coup, bah, je vais me dire, bah, voilà, j'ai un modèle où en fait, je gagne 10 personnes tous les jours. Et bah, du coup, si ça a été comme ça pendant 6 mois, bah, la probabilité que ça se produise ensuite, que je gagne 10 personnes par jour dans le mois qui viennent, jour après jour, globalement, ça paraît cohérent d'anticiper ce genre de choses. Et donc, du coup, le machine learning, ça va être ça. Ça a l'air tout simple, hein, dit comme ça. Mais en fait, parfois, vous avez des modèles beaucoup plus compliqués parce que bah, la loi d'évolution, enfin, ce qui se passe dans le passé, c'est pas forcément 10 personnes par jour en plus tous les jours, tous les jours. C'est souvent des choses un peu plus complexes. Mais l'idée, ça va être ça. Ça va être de se dire, j'analyse le passé, je le comprends. Et donc, à partir de ma compréhension du passé, je vais pouvoir prédire le futur. Et donc, dans le machine learning, il y a une branche qu'on appelle le deep learning, où là, en fait, la différence avec mon exemple de, bah, j'ai des utilisateurs et puis une date pour le nombre d'utilisateurs correspondant. En fait, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de paramètres que juste là, mes deux paramètres qui sont la date et le nombre d'utilisateurs. Par exemple, pour les photos, décrire une photo, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres parce que bah, une photo, il y a plein, plein de choses. En fait, une photo, c'est une sorte de plein de petits carrés de couleurs différentes. Et ce qu'on appelle des pixels. Et donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, des milliers, voire des millions. Et donc, quand on est sur des modèles où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de paramètres, on parle de deep learning. Et donc, c'est des réseaux, enfin, c'est des algorithmes qui sont un peu particuliers et qui, en fait, qu'on représente souvent par des espèces de schémas avec des petits ronds et des flèches entre les ronds, ce qui ressemble à des neurones, un petit peu à des neurones comme dans le cerveau. Et donc, voilà, en gros, deep learning, c'est équivalent à ça. C'est donc des modèles particuliers de machine learning qui ressemblent à des neurones. Et donc, on parle souvent de réseaux neuronaux. Donc, je recapitule hein, très rapidement. Niveau 0, on a besoin de la data. La data, c'est comme un fichier Excel. Niveau 1, je fais de la visualisation simple. Je fais des petits graphes, je fais des petits tableaux. Niveau 2, je fais des analyses un peu plus poussées, de la corrélation, des stats un peu plus avancées. Niveau 3, je fais de la data science, donc ça à grande échelle, notamment en essayant de prédire le futur à partir du passé, c'est le machine learning. Et quand j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres, j'ai besoin d'avoir des modèles plus sophistiqués, qu'on représente souvent par des petits ronds et des petites flèches qui échangent avec les ronds, qui ressemblent à un cerveau. Donc on parle de réseaux neuronaux. Donc voilà, le deep learning, c'est un réseau neuronal. Et l'IA, globalement, c'est synonyme du machine learning, et donc ça englobe aussi la partie deep learning. Ultra clair. Merci beaucoup, Victor, pour les précisions. Avec plaisir. Alors du coup, je vais enchaîner un tout petit peu à recentrer ça sur le rôle du PM, puisque le PM, hein, de manière assez schématique, on le sait, c'est l'intersection de trois expertises. C'est le PM, c'est un acteur qui va échanger avec trois grands types d'interlocuteurs. Donc la partie UX pour l'expérience utilisateur, essayer d'avoir des applications qui soient bien faites, ergonomiques, intuitives, jolies, esthétiques. Deuxième partie, la partie tech, où justement on veut des applications qui soient performantes, qui soient efficaces, qui répondent bien aux besoins métiers, mais voilà, dans de bonnes conditions techniques, bien conçues techniquement, hein, tout simplement. Puis la partie business, qui elle, en fait, va viser à avoir un produit qui soit rentable financièrement, qui soit équilibré financièrement, que les charges n'explosent pas, ou en tout cas, si elles explosent, les ressources les compensent globalement à peu près, qu'il y ait un équilibre. Et donc, le rôle du PM, il devient un peu complexe parce que
parce qu'en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est que il y a cette conduite du changement qui est compliquée à mettre en œuvre auprès des utilisateurs finaux. Parce que la promesse d'un product manager, c'est de réussir à délivrer un produit de manière incrémentale, itérative. Le product manager, c'est un peu la personne qui va vous dire, OK, d'ici 2 semaines, on va travailler sur ça, sur ces fonctionnalités, on va les envoyer en production aux utilisateurs et ça va leur servir, ils vont être contents, ils vont pouvoir l'utiliser, ça va améliorer leur quotidien. Le truc, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle dont on parle, comme je disais, il y a besoin de pas mal de données, pas mal de data. Et surtout, c'est des choses qui sont assez complexes techniquement. C'est-à-dire que là, mon cas d'usage j'ai envie de prédire la performance d'un shampoing donné à partir de sa composition en matière première, c'est pas un truc qu'on va réussir à faire du jour au lendemain. Ça va mettre du temps, il va falloir travailler sur l'algorithme, il va falloir l'affiner, il va falloir bosser sur la donnée, justement s'assurer que la donnée elle soit en bonne quantité, en bonne qualité. Et en fait, très simplement, on va avoir besoin de l'utilisateur aussi pour nous aider à co-construire, à améliorer le modèle. Le truc, c'est que, comme on l'a vu, souvent, on a des utilisateurs qui sont un peu sceptiques, un peu craintifs vis-à-vis de l'algorithmie, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, la première difficulté que ça va créer, c'est que ils vont être un peu réticents au fait de co-construire. Ils vont plutôt se dire, en fait, si le truc marche pas direct, ça m'intéresse pas beaucoup. Ou inversement, ils vont dire, voilà, enfin, je préfère limite pas, en fait, de l'aider à marcher mieux. Quelque part, j'ai pas envie de donner le bâton pour me faire battre, enfin, de me tirer dans le pied. J'ai pas envie d'aider à construire mon remplaçant plus tard. Donc, c'est compliqué, en fait, d'expliquer à l'utilisateur qu'on a besoin de lui et que même si on lui apporte pas beaucoup de valeur tout de suite, en fait, à la fin, du coup, on lui apportera de la valeur lorsque l'algorithme sera efficace et donc ça l'aidera à se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. C'est pas facile parce que quand vous faites un produit plus classique, digital plus classique, en fait, globalement, vous savez qu'à partir du moment où vous commencez à envoyer quelque chose en production, à partir du moment où le logiciel il commence à être à peu près fonctionnel, et même si le périmètre des features il est assez limité, même si on parle vraiment de MVP, de voilà un truc qui a pas énormément de fonctionnalités, c'est facile d'apporter vite de la valeur. Et souvent, c'est quand même assez rare qu'on ait besoin véritablement des feedbacks continus de l'utilisateur pour améliorer le produit en tant que tel. Enfin, je veux dire, on a toujours besoin de ça, mais là, on est vraiment, côté IA, sur un truc où en fait, on a besoin de ces inputs pour entraîner le modèle pour que ce soit plus efficace. Donc, c'est vraiment crucial pour la réussite du truc, pour la réussite technique. Une première difficulté, pas facile d'embarquer les utilisateurs. Et peut-être, une remarque là-dessus parce qu'effectivement c'est intéressant, on développe pas un modèle statistique comme on développe, un produit avec des fonctionnalités classiques. Du coup, quand tu es product et que tu bosses sur des, produits, IA, est-ce que tu penses que, d'un point de vue méthodologique, tu peux adopter, la même, voilà, les mêmes méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser, donc notamment, tu vois, l'agilité avec du Scrum ou du Kanban, étant donné que tu vas bosser sur des cycles, beaucoup plus longs? Parce que construire un modèle statistique, tu en as parfois pour plusieurs mois. Donc, comment tu vois les choses d'un point de vue méthodologique en tant que product manager, dès que tu vas bosser sur des fonctionnalités, un peu plus tournées autour de l'IA? C'est un très bon point. Je pense que c'est un peu la deuxième difficulté en fait pour moi, qui est que c'est très dur de piloter en fait, d'avoir un peu de prédictibilité, de prévisibilité lorsqu'on a l'IA et parce qu'effectivement en fait, en gros, alors on va le faire schématiquement, il y a deux gros éléments de complexité dans cette idée de pouvoir piloter et en fait améliorer, refine, enfin raffiner son produit IA. La première, c'est que du coup, ça repose beaucoup sur la qualité de la donnée, Mmh. qualité et quantité de la donnée qu'on va avoir en entrée. Et le deuxième élément de complexité, c'est que il y a un côté très recherche, très exploratoire dans le fait de trouver le bon modèle, Mmh. qui est vraiment très proche de logique de R&D. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc alors ça c'est un vrai souci. Moi, ce que je suggère en fait de faire pour adapter la méthode un peu product management agilité, c'est en fait quand on fait un produit, bon schématiquement on commence par une phase un peu de cadrage, discovery au début, on va identifier le bon problème et ensuite la bonne solution à mettre en face. Donc voilà, je fais des entretiens utilisateurs, j'identifie un problème qui est vraiment pénible, récurrent, douloureux, et ensuite je commence à prototyper une solution voilà, informatique, un logiciel, sous forme voilà, de prototype encore une fois, pour tester, pour voir s'il y a une bonne adéquation entre le problème et la solution. Et donc ensuite, à partir de là, on va pouvoir délivrer, développer, écrire des lignes de code. Et dans la phase de cadrage et de discovery, en fait, globalement, pour moi, on écrit très peu de code. Ou alors on fait vraiment un mini POC à un endroit, mais c'est très très light. Donc moi, je pense que quand on bosse sur les sujets data,
Du fait de ces deux éléments, hein, de premièrement la data, voilà, la quantité et la qualité de la donnée qui est très déterminante, et deuxièmement le fait que justement il y a un aspect, enfin, il y a besoin de rechercher un petit peu, de faire de la recherche. Je pense qu'en fait il faut faire aussi dans des produits là de la discovery sur la data, la partie data, c'est-à-dire qu'il faut en fait en parallèle à mon avis de la discovery côté utilisateur, commencer à rentrer dans les bases de données, commencer à regarder si les données sont exploitables. Ça c'est la première difficulté, hein. Je disais quantité qualité de la donnée. Et il faut aussi très rapidement commencer à construire des petits modèles, très très simples au démarrage, pour voir si on arrive à sortir des choses intéressantes de la donnée. Mmh. Pourquoi on va faire ça? Parce que ça va nous permettre de commencer à dérisquer les phases de delivery. En fait, moi, je trouve que c'est très bien de pas trop écrire de ligne de code en phase de discovery parce que le risque, c'est que une fois enfin, ça prend du temps, en fait, ça coûte de l'argent d'écrire des lignes de code et une fois qu'on a commencé à le faire, on commence à être un peu contraint parce qu'en fait, il y a une logique de coût irrécupérable puisque j'ai commencé à écrire des lignes de code, à builder quelque chose, à construire quelque chose, donc j'ai pas envie de le jeter à la poubelle. C'est tout à fait naturel, enfin, voilà, c'est un biais humain, tout ce qu'il y a plus normal. Donc, il faut éviter de faire des lignes de code en général en discovery. Il faut attendre vraiment la delivery pour moi pour le faire, parce que c'est beaucoup plus facile de bouger un prototype que de bouger des lignes de code. En revanche, sur la data, justement, je pense que il faut commencer à le faire, et en fait, ça va nous permettre de dérisquer la partie delivery, de savoir que globalement, on arrive sur un champ qui nous paraît à peu près sécurisé, et que normalement, on devrait réussir à avoir quelque chose qui apporte de la valeur. Un autre avantage, donc voilà, le premier avantage de faire ça, de faire cette data discovery, donc comme je disais, hein, c'est de dérisquer la delivery, d'éviter en fait de se retrouver en delivery à avoir fait une super belle discovery, on va dire utilisateur, et puis qu'en fait on se rende compte que bah c'est dommage, on n'a pas assez de données, donc ça marchera jamais sur use case, donc autant l'avoir vu en amont. Le Mmh. deuxième avantage, c'est que en fait le nœud du problème quand même, c'est qu'on a du mal à apporter de la valeur tant que le modèle algorithmique il n'est pas suffisamment performant. Et en fait, en commençant à regarder la donnée très très tôt, on va commencer à générer des insights assez basiques, à générer des apprentissages assez basiques sur la data, mais qui vont avoir beaucoup de valeur au niveau business pour le métier. Donc là, typiquement, moi, je bosse sur des formules de shampoing. Les formules de shampoing, donc ça va être des ingrédients, des matières premières. Et en fait, avant d'essayer de faire un truc très dur qui est de prédire la performance d'une combinaison de matières premières, donc pardon, un produit du coup, à partir de sa combinaison à partir de sa composition de matières premières, en fait, bah, regardons peut-être déjà c'est quoi les ingrédients qui reviennent le plus dans les formules de shampoing. Regardons peut-être c'est quoi en gros les ingrédients qui, quand ils sont mis les uns avec les autres, en fait, bah, ça génère pas mal de mousse ensuite où la performance est bonne. En fait, on va commencer à faire ça dans la période de data discovery. Ça va nous permettre en fait de sécuriser un petit peu la phase derrière algorithmique et de la rendre, bah, ouais, de la dérisquer un petit peu, de réduire les risques inhérents au fait que on a un modèle et donc on va vouloir l'améliorer le plus possible, mais en fait, c'est très difficile d'être prédictif là-dessus. Et l'avantage, c'est qu'on génère de la valeur pour l'utilisateur final, pour le métier, parce que le métier, il est content de voir, tiens, c'est intéressant, bah, voilà, j'avais cette intuition que quand je mélange cette matière première avec cette matière première, ça fait plein de mousse, et bah là, je vois que cette intuition, elle est confirmée. Ou même parfois, bah tiens, j'avais pas conscience de cette chose-là, et donc bah, je suis content de voir ça grâce à la donnée. Et donc en fait, on voit que là, on est dans une logique qui est vraiment intéressante parce que au lieu d'être dans un truc où en fait c'est l'humain qui bah, surpose sur la data, qui est un petit peu dépossédé, un peu en mode Charlie Chaplin hein, quelque part, où en fait bah, l'humain c'est juste un outil à destination de la data. Il y a une sorte de collaboration, il y a une sorte de relation étroite entre les deux, où chacun s'augmente et chacun progresse ensemble avec beaucoup de synergie. OK, ultra intéressant, Victor, et j'en profite pour te poser, une autre question, tant qu'on est un petit peu sur le rôle du product manager. Et d'ailleurs, entre parenthèses, hein, pour les participants, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions, dans le module questions parce que sinon moi même si j'adore ça, je vais continuer de cuisiner, Victor tout seul et poser toutes mes questions, mais c'est pas non plus l'objectif. Mais moi, je suis très content de pouvoir, poser mes questions. Mais peut-être, une question un peu plus prospective, pour les product managers qui sont là et qui se posent peut-être la question. Aujourd'hui, c'est vrai que, on a dans des organisations plutôt des équipes dédiées, tu vois, qui vont bosser sur, des modèles statistiques, qui vont être des équipes de data scientists, de data engineers, qui vont bosser, tu vois, un peu de leur côté sur des problématiques ML. Comment tu vois les choses pour demain, notamment pour nous, product managers? Est-ce que tu penses que, justement, progressivement, on va réintégrer, ces compétences dans les équipes produits et du coup, en tant que product manager, bon, bah, l'IA va faire partie, voilà, d'un set de compétences, de skills à avoir comme on peut avoir, sur la partie tech un peu plus classique?
Ou alors est-ce que tu penses que il va y avoir plutôt des product managers qui vont être dédiés à des sujets IA et qui vont bosser du coup avec des équipes un peu différentes, plutôt avec justement des data scientists, des data engineers, et du coup on va avoir des PM ultra, enfin, avec une expertise ultra spécifique. Ah, c'est une super question. J'ai pas forcément tous les éléments de réponse, mais ce que je pense en fait, c'est que la logique va être à peu près la même que ce qu'on a vu sur les sujets DevOps. C'est-à-dire que donc bah, le DevOps, hein, globalement, c'est on a beaucoup amélioré notre capacité à déployer vite des modèles en production depuis je dirais une vingtaine d'années. C'est-à-dire que historiquement, donc bah, le développeur il développait son logiciel en fait en local sur son PC, puis ensuite pour que ce logiciel qui fonctionne en local sur le PC du dev l'envoyer en production, c'était compliqué. Il fallait en gros que un gars donc se connecte sur un serveur à distance, installe le truc et il y avait plein de problèmes, il y avait plein de bugs et ça marchait pas très bien. Et puis il y avait une sorte d'antagonisme en fait entre la personne qui développe et la personne qui déploie en production. Et donc ça crée plein de problèmes. Et donc en fait aujourd'hui, DevOps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment bah, deux grands modèles qui sont un peu qui sont tout aussi efficaces l'un que l'autre en fait. Hein. Il y a un modèle en fait, on va dire intégré où vous avez des DevOps, enfin, des gens qui font les déploiements au sein des équipes de développeurs. Donc même en fait, enfin, des développeurs qui vont devenir vraiment complètement full stack, qui vont être capables de déployer tout seul en production. Et donc en fait, les ops, donc les gens qui historiquement déploient en production, en fait, on va plus en avoir besoin. Et vous avez d'autres modèles où en fait les ops ils vont fournir un service aux équipes de développeurs, donc en mode vraiment self-service, c'est-à-dire le développeur a besoin de déployer, bah, du coup il a tous les trucs sur étagère pour faire ça très facilement avec des logiques de clic-bouton, enfin ou des scripts très très simples. Et donc en fait dans ce cas-là, les équipes ops elles sont focalisées sur bah, du coup fournir le meilleur service pour que les développeurs en fait puissent se focaliser sur des trucs sur lesquels bah, ils ont de la valeur ajoutée, c'est-à-dire du développement logiciel, et pas sur commencer à apprendre et faire des trucs ops. Donc en gros, c'est soit on fait des trucs très full stack, des équipes très full stack, autonomes, organisées, et qui vont faire tout sur la chaîne de valeur, soit on a une logique un petit peu plus client-fournisseur, ou en tout cas une équipe de développeurs qui est centralisée sur son sujet, et puis qui a des outils DevOps sur étagère pour déployer facilement. Je pense que ça va être à peu près la même logique en fait côté data science. C'est-à-dire que nous, chez L'Oréal, typiquement, on fonctionne beaucoup avec des équipes full stack. Donc, on a des développeurs full stack, des UX designers, on a alors souvent un product marketing manager, enfin un représentant du business qui est pas forcément à 100%, un product manager, et en fait, on va construire tous ensemble l'application. Et donc, du coup, bah, cette application, elle aura des briques de machine learning, donc c'est le data scientist qui va être chargé de faire ça, mais on va le faire tous ensemble. Et donc, du coup, l'avantage de faire ça, c'est que on est un peu plus rapide en termes de flux pour passer de l'idée d'une fonctionnalité à sa mise en production, parce qu'en fait, tout le monde est autour de la table. Donc, c'est pas mal. En revanche, là où on peut peut-être un peu perdre en efficacité, c'est que il y a toujours des effets un petit peu où on va réinventer la roue, parce que bah, le data scientist de l'équipe, il n'a pas forcément les trucs sur étagère à direct utiliser. Donc, il peut y avoir un peu moins d'efficacité. On va avoir plus d'efficacité parce qu'on va très très bien maîtriser la chaîne de valeur. En revanche, peut-être un peu moins d'efficacité parce que c'est probablement un peu moins industrialisé. Bon, et l'autre, donc ça, c'est un peu notre modèle chez L'Oréal. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, bah, là, sur les sujets un peu de formulation, j'ai un data scientist qui maîtrise très bien ces sujets-là. Limite, à la fin, il est plus expert que moi hein, sur, en fait, comment ça marche, les bases de données, deux ingrédients pour créer des shampoings à la fin. Et donc, bah, voilà, c'est vraiment, on a une équipe très intégrée et on essaye tous de délivrer de la valeur ensemble, de manière très, très ligne. Donc ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Il y a un autre mode de fonctionnement côté data où justement, en fait, les équipes de développeurs, elles sont un peu plus autonomes et elles vont pouvoir, en gros, utiliser des briques de machine learning un peu sur étagère sans forcément avoir besoin de très, très bien maîtriser le sujet derrière, mais un peu en mode, voilà, le truc est là, j'ai juste à taper dans une API. Et donc, en fait, la connaissance que j'ai besoin d'avoir du sujet, elle est assez faible. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je peux, dans ce cas-là, focaliser. Donc là, le PM, il n'a pas forcément besoin de connaître vraiment du machine learning, des choses comme ça. C'est juste, en fait, une dépendance, une intégration qu'on va avoir vis-à-vis d'une librairie tierce, mais ce qui arrive pour plein d'autres sujets. En revanche, effectivement, la partie brique de machine learning que je mets sur étagère pour les développeurs, dans ce cas-là, effectivement, il va falloir le développer, bah, en gros, de manière bien clean, bien faite. Et là, il y aura un product manager potentiellement qui sera beaucoup plus spécialisé sur ces sujets-là. Et là, du coup, parce qu'en fait, bah, quelque part, l'utilisateur final, c'est le développeur de l'équipe qui va utiliser ces briques pour faire des produits machine learning. Donc, dans ce cas-là, effectivement, voilà. Donc, bon, les deux, en fait, sont assez efficaces. Ce qui est sûr, c'est que, en gros, je dirais que l'équipe auto-organisée, c'est assez pragmatique. Tu as vite, tu déduis de la valeur.
la partie un peu client-fournisseur, l'avantage, c'est que tu peux en fait industrialiser davantage ton approche. Donc, quand tu as beaucoup d'algo à mettre sur étagère, c'est plus efficace. Et par ailleurs, tu peux plus facilement te permettre, quand tu es ce modèle client-fournisseur, quand c'est toi qui fournis les briques techniques de machine learning, tu peux te permettre un peu plus, je pense, de faire de la R&D, d'aller chercher des modèles encore plus performants, de passer un peu plus de temps pour faire de la recherche, de l'exploration. Là où en fait, quand tu es dans ta petite équipe full stack, tu es là pour tu fais face au client, enfin, tu es client facing, hein, tu es en frontal vis-à-vis du client, tu as besoin de délivrer de la valeur. C'est beaucoup plus dur de justifier de passer du temps à faire de la recherche machine learning pour améliorer l'algorithme. Hmm. Ok, ok, ça marche. Merci beaucoup, Victor. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors du coup, j'avance un tout petit peu. Alors ouais, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Là, j'enchaîne un petit peu sur les bonnes pratiques générales. Alors, j'en ai un tout petit peu parlé, mais je pourrais vraiment être encore plus clair, encore plus voilà, factuel là-dessus. Globalement, hein, ces bonnes pratiques, hein, c'est pour justement éviter que les utilisateurs ils aient l'impression qu'on va les remplacer par des algorithmes de machine learning. Si on est très très franc, en fait, évidemment que ces outils, ils ont pour but d'augmenter la productivité des chercheurs en les focalisant sur les tâches à valeur ajoutée. Et donc, en fait, à un moment, faut pas être dupe, hein. Si effectivement, tu arrives à augmenter de 20% la productivité de toute une population, à un moment, bah, du coup, il y a des gens qui soit vont avoir moins de choses à faire, soit vont faire autre chose. Donc c'est évident qu'à un moment, la technologie, elle va aussi pousser à réfléchir ce sur quoi les gens bossent. Et voilà, donc c'est juste pour dire, voilà, évidemment, bah, l'IA, les produits IA, ils vont pas remplacer leurs utilisateurs parce qu'en fait, leurs utilisateurs, ils vont faire autre chose. Mais c'est clair que on fait aussi la technologie pour être plus efficace, pour faire des tâches moins fastidieuses et moins désagréables. Et donc, on fait aussi ça pour que les gens puissent faire autre chose à la fin. Donc, bon, attention à ce truc-là quand même, à bien l'avoir en tête. Mais des bonnes pratiques quand même à bien se rappeler, c'est que on range jamais de rêve. Donc en fait, dès qu'on démarre, voilà, là sur nos sujets un peu d'ingrédients, matières premières, bah, en fait, moi, vraiment, au début, je fais très gaffe à dire, on n'est pas là pour prédire précisément que cette combinaison, ça va faire le shampoing parfait. Nous, on va plutôt être là pour un petit peu vous aider, à vous aiguiller, à vous donner quelques recommandations, quelques pistes. On a toujours vraiment besoin d'avoir votre esprit critique parce que l'algorithme, il est aussi intelligent que la personne qui l'a conçu. Donc, un algorithme, lorsqu'on maîtrise pas du tout le problème métier, le business case, ouais, le souci vraiment qu'on veut résoudre d'un point de vue métier, en fait, en général, il marche pas. Donc, et inversement, hein, pour réussir à faire des algorithmes qui marchent bien, il faut réussir à comprendre le problème métier derrière. Donc, il n'y a pas de magie là-dessus. Donc voilà, important. On vend pas de rêve et du coup, c'est aussi une manière d'engager les utilisateurs. On les met dans la boucle dès le début, vraiment dès le début. Ça veut dire que vraiment, dès qu'on commence à avoir une idée un peu de cadrage, une idée un peu de cadrage de ce genre de produit, on en parle avec eux. On recueille un petit peu leurs craintes. De toute façon, c'est une bonne pratique, je pense, un produit en général, de bien mettre l'utilisateur dans la boucle. Mais là, ça allait encore plus à cause des enjeux de conduite du changement qu'on avait. Donc, faites très attention à ça, les mettre dans la boucle. Et on rappelle, on martèle que l'IA est pas là pour remplacer l'humain. Alors, encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais, hein, si on augmente la productivité de 20% de tout le monde, à un moment, on va se poser des questions sur, enfin voilà, pour être très clair, si j'ai une équipe de 100 personnes, j'augmente leur productivité de 20%, en fait, ils arrivent à faire en temps 80 ce qu'ils faisaient avant en étant 100. Donc, potentiellement, quand même, j'ai 20 personnes pour lesquelles je vais me poser la question de, en fait, est-ce qu'elles feraient pas autre chose? Mais disons que voilà, c'est une réflexion à un peu plus moyen long terme. Et je pense que du coup, ça veut pas dire que les gens, il faut qu'ils partent ou des choses comme ça. C'est plus qu'on va les recentrer sur des tâches peut-être à plus forte valeur ajoutée, plus innovantes. Et donc, en fait, on va juste les délester de choses qui n'étaient pas très, très utiles, qui faisaient, mais en fait, qui n'étaient pas forcément très, très pertinentes pour les rendre plus efficaces. En tout cas, je pense que quoi qu'il arrive, tout le monde a gagné à avoir ce genre de produit qui fonctionne. Et donc, voilà, faut bien dire que le but, c'est pas de remplacer les gens, c'est vraiment pas le cas. Et de toute façon, l'algorithme, il sera efficace si l'humain, l'utilise bien, collabore bien avec lui pour le construire. Donc, bonne pratique générale, elles valent pour les utilisateurs, évidemment. Il faut aussi beaucoup le dire aux sponsors, aux chefs, qui, eux, vont exactement être dans les mêmes logiques que les utilisateurs, soit très, très sceptiques, soit très, très enthousiastes. Donc, pareil, ça veut dire, voilà, nous, on a en général des circos assez récurrents, tous les 3 4 mois, des comités de pilotage, des grandes, voilà, un peu des grandes messes. Et ces moments-là, c'est aussi une bonne occasion, une bonne opportunité de rappeler ces choses-là, que voilà, on vend pas de rêve, on veut pas remplacer l'humain, on essaye d'apporter de la valeur, on essaie de mieux comprendre les problématiques métiers à l'œuvre, et on essaie de recentrer les gens sur les tâches
plus forte valeur ajoutée parce que personne n'aime faire des tâches à faible valeur ajoutée et tout le monde sera plus efficace, tout le monde sera plus content si les hommes si les hommes sont assez, les hommes avec un grand H, donc hommes ou femmes, hein, sont recentrés sur des choses sur lesquelles ils apportent un maximum de valeur. Hop, donc voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais moi, c'est vraiment un truc, enfin, je remartèle un tout petit peu parce que c'est un vrai sujet. Pour moi, il y a vraiment une typologie vraiment, c'est un peu cette typologie, c'est une sorte d'échelle, en fait, d'échelle un peu de réaction extrême vis-à-vis de l'algorithmie, du machine learning, de l'intelligence artificielle, hein. Pour moi, il y a vraiment les gens très enthousiastes et il y a les gens très sceptiques. En fait, les deux sont un peu dangereux. Je vais expliquer pourquoi et puis je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Donc l'enthousiaste, en fait, c'est vraiment celui, bah, on a beaucoup ça aujourd'hui avec ChatGPT, c'est des gens qui veulent mettre ChatGPT partout et en fait qui perdent un petit peu l'esprit critique qu'un tout un chacun doit avoir dès on fait face à un algorithme. Donc typiquement, ça va être, bah voilà, le chercheur, je lui passe l'algorithme, donc voilà, il y a un certain nombre d'ingrédients, de matières premières qu'on mélange. Et en fait, dès que bah, l'algorithme lui dit, bah, tiens, la performance de ce shampoing, ça va être ça, le, le chercheur, il perd tout esprit critique. En fait, il va suivre aveuglément ce truc-là, il va dire, OK, bah, c'est bien, ça va être ça, c'est tout, voilà, c'est cette performance et pas autrement. Et par exemple, si jamais, en fait, l'algorithme s'est planté parce que typiquement, on a mis dans la formule deux ingrédients de matières premières qui, en fait, matchent pas très bien ensemble, qui devraient dégrader la performance, et ça, le formulateur, il le sait. Mais du coup, il va pas le voir, il va l'oublier parce qu'en fait, il va suivre de manière un peu aveugle ce que dit l'algorithme. Et du coup, enfin, c'est un problème parce que souvent, en fait, c'est assez naturel aussi. Enfin, si vous voulez, en fait, les applications de machine learning, c'est des trucs, on clique, on mélange des trucs, mais à la fin, du coup, on me donne une sorte de score, on me donne une sorte de résultat. C'est difficile de pas donner crédit à ce résultat qui apparaît, qui a l'air très, très crédible et qui a l'air très réaliste. Donc, attention à ça, attention à l'enthousiasme. Attention aux sceptiques également, vous allez en avoir aussi potentiellement, hein, c'est ceux qui vont vraiment dire, bah, moi je ne fais pas confiance. Et comme je disais tout à l'heure, ça va être compliqué parce qu'au début, votre algorithme, pour prédire la performance en fait, des shampoings, il va avoir besoin un petit peu d'input humain. Il va falloir qu'il y ait vraiment une co-construction avec l'humain pour réussir à faire un modèle qui fonctionne bien. Et en fait, si vous avez quelqu'un qui est très sceptique, en fait, il va vous dire, bah, attends, ton algorithme, il marche pas, c'est nul. Et donc, en fait, en disant ça, il va encore plus dégrader les performances parce qu'il va pas donner ses inputs, donner des inputs qualitatifs pour aider l'algorithme. Et donc, il y a une sorte de cercle de vicieux où, bah, en gros, j'y crois pas, donc je l'aide pas. Et donc, comme je l'aide pas, ça marche encore moins bien. Et comme ça marche encore moins bien, j'y crois encore moins. Et du coup, je l'aide encore moins. Bref, voilà. Vous voyez le schéma. Donc, voilà, scepticisme, gros problème. Le truc aussi, hein, pourquoi il faut faire gaffe aux enthousiastes, hein, parce qu'on peut se dire les enthousiastes, c'est sympa et tout. En fait, le risque, c'est que l'enthousiaste, il peut très vite devenir sceptique si jamais, en fait, trois, quatre fois, il suit aveuglément la recommandation de l'algorithme et en fait, il voit que ça marche pas. Donc là, il va dire, OK, bah, en fait, c'est nul ce truc et je pars côté sceptique. Donc, Peut-être des choses à intégrer effectivement dans ces, dans ces fiches persona si on a des produits qui sont très orientés IA, ça peut peut-être être intéressant. exactement. Il y a une petite question de Régis, même deux questions de Régis. La première, je pense, qui fait suite à notre discussion. Donc, envisages-tu d'utiliser, pardon, l'IA va-t-elle redéfinir les rôles dans les squads, product design, engineering et donc IA, ou bien faut-il envisager de développer de nouvelles skills au PM? Donc voilà, un petit peu, je pense, pour faire suite à notre discussion. Discussion Et puis après, il y a une deuxième question que je te sur poserai l'AI, juste ouais. derrière. Ouais, sur les rôles dans les squads, je pense que c'est un peu ce qu'on disait Benoît, hein, c'est-à-dire si on part sur des modèles en fait où on veut des équipes qui soient un peu full stack, c'est-à-dire généralistes, pluridisciplinaires, et donc on veut qu'elles envoient enfin qu'elles déploient, qu'elles créent des produits avec de l'IA. Dans ce cas-là, effectivement, on risque un petit peu alors, pas forcément redéfinir les rôles, ou en tout cas, on va peut-être pas dire il y a plus de designer, il y a un designer IA. Je pense plus qu'en fait, il faudra que chacun au sein de l'équipe euh, possède une connaissance un peu de base, une culture générale, une bonne acculturation du sujet, et donc soit capable de piloter ce genre de produit, d'intervenir sur ce genre de produit efficacement. Donc dans ces cas-là, en fait, on va pas changer l'intitulé du rôle en tant que tel, on va pas extrêmement beaucoup changer en fait le contenu de ce que fait la personne. Par contre, effectivement, dans la fiche de poste, il y a peut-être un besoin d'avoir une compétence en plus sur les sujets IA. Si Hmm. jamais on est sur des modèles vraiment où en fait on va exposer des briques de machine learning pour les développeurs pour que eux puissent utiliser de manière plus efficace, là potentiellement en fait on va être sur des squads un peu différentes effectivement. C'est-à-dire que potentiellement euh,
si moi, enfin voilà, je prends un exemple qui est pas IA, mais si je bosse chez OVH ou chez AWS, mon job, hein, concrètement, c'est de construire en fait des interfaces pour que les développeurs ils puissent déployer facilement des serveurs, des choses comme ça, des machines dans le cloud. Là, potentiellement, je suis quand même sur une interface qui est il y a moins d'enjeux de design et d'interface qu'on peut avoir sur une application comme Instagram ou le site d'Amazon. Donc là, Hmm, évidemment, en fait, de la nature de mon produit, elle va effectivement contraindre un peu les skills que je vais avoir, et donc on aura peut-être moins de rôle design là-dessus. Et le product manager, pour le coup, s'il bosse sur construire des briques comme ça, il va être beaucoup plus spécialisé sur le sujet IA, effectivement. ok. Et ok, très clair, merci beaucoup, Victor. Et peut-être une autre question, alors que moi aussi j'avais, qui est une question voilà, plutôt actuelle. Donc là, on a plutôt parlé de product manager qui travaillait sur des produits IA, mais tu as aussi l'inverse, donc c'est-à-dire l'IA qui va aider des product managers dans leur quotidien. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de sujets d'actualité, notamment avec ChatGPT. Et donc, tu as cette question de Régis qui est: envisages-tu d'utiliser de l'IA générative dans ton job de PM, par exemple, pour de la pré-rédaction d'US, pour de la rédaction de tests, etc., etc. Ouais, je pense. Alors moi, je l'utilise peu à ce stade aujourd'hui, mais c'est évident que il y a des choses à faire, à utiliser. Euh, Aujourd'hui, alors ouais, moi je l'utilise pas beaucoup, hein, pour être très franc aujourd'hui, notamment parce qu'en fait, on fait gaffe, hein, il y a des enjeux un peu de confidentialité, et j'ai pas envie de mettre trop d'infos confidentielles dans la machine. Mais alors moi les usages un peu que je vois qui me semblent vraiment pas mal à ce stade, alors je les vois plutôt moi sur la partie discovery pour le coup. À ce stade, ça va être typiquement en fait essayer enfin, faire une sorte d'analyse un peu benchmark, étude de marché, définition de persona par ChatGPT, en fait, parce que lui, il connaît à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Donc ça, c'est assez facile de lui dire, bah voilà, tiens, je bosse sur tel produit, peux-tu identifier des typologies de problèmes qui te semblent pertinentes? Donc ça peut marcher. Et aussi un truc que j'ai pas fait, mais que j'aurais pu faire, c'est essayer de générer un questionnaire un peu de user interview. Donc voilà, typiquement, je vais interviewer tel type de personne. J'aimerais en fait structurer un entretien en 4 temps. Peux-tu m'associer des questions à chaque temps? Pourquoi pas également, ça peut marcher. Honnêtement, enfin, alors, en fait, moi je le fais, mais je le fais j'aime bien le faire moi-même pour le coup aujourd'hui. Je pense que ça me permettrait d'accélérer un peu ça, mais ça m'a pas, enfin voilà, c'était pas suffisamment painful pour que je m'y mette, mais ça peut être intéressant effectivement. Un truc qui est intéressant aussi, c'est alors sur les tests, hein, tout ce qui est test, alors pour le coup, ce sera plutôt sur de la partie delivery. Alors c'est pas forcément des trucs comme ChatGPT, mais il y a des applis, des petites extensions Chrome maintenant qui te permettent en fait de suivre un peu ce que tu fais sur ton écran avec ta souris et qui ensuite bah, soit en fait te permettent de reproduire ce workflow-là, donc de l'automatiser, soit en fait te permettre de rédiger ligne après ligne les actions que tu as réalisées. Ça, c'est assez utile pour moi pour faire bah, du coup des cahiers de recettes, parce qu'on appelle historiquement des cahiers de recettes, et automatiser des tests fonctionnels. Alors, il y a des outils qui permettent de le faire, hein, genre Testing par exemple, mais pour le coup, oui, suivre un peu le workflow et ensuite faire une doc bien faite pour pouvoir la montrer à d'autres utilisateurs, très utile, tout à fait. Hmm, ok. Et pour revenir justement à nos utilisateurs, du coup, il y a une question d'Alvin sur la gestion de tes utilisateurs. Parce que effectivement, ce que tu disais, c'est que ton MVP un peu d'IA, il va pas être incroyable parce qu'il faut que le temps que tu apprennes des choses. Donc, comment tu gères tes utilisateurs? Est-ce que voilà, tu les aides à se projeter un peu dans la valeur ajoutée cible et le produit Ouais. implémentable? Enfin, comment tu gères un peu ce truc-là qui peut justement ne pas être évident? Moi, ce que j'avais fait, c'est effectivement, on leur avait fait un mock-up, on leur avait fait une sorte de prototype tout simple en fait, où on leur disait, bah tiens, voici tes différents ingrédients. Si tu veux remplacer un ingrédient, en fait, bah je te montre que l'application, elle va te projeter quelque part la performance cible sur un graphe et tu vas le voir. Et donc, on avait vraiment fait un truc assez poussé en termes de prototypage pour leur montrer un petit peu la valeur qu'ils pouvaient attendre à la fin. Donc, on l'avait fait effectivement. On a été assez prudent quand même, c'est-à-dire que on avait cette partie-là un peu fonctionnelle qu'on a montré, prototypée, mais on avait aussi montré des cas d'usage un peu moins risqués auparavant, un peu moins risqués parce que ces cas d'usage-là, en fait, c'était de la data vise un peu plus simple et donc enfin, c'était un peu plus facile de le faire, de le réaliser de manière efficace. Euh, Mhm. donc, en gros, ouais, donc première nuance du coup, oui, effectivement, on l'avait fait, mais on avait montré aussi des cas plus simples de data vise qu'on était à peu près confiant de pouvoir réaliser très très vite avec peu de risques. Et deuxième nuance, sur du coup ce cas d'usage, hein, qu'on avait montré, du coup, pour un peu leur permettre de se projeter. Effectivement, c'est une bonne question, hein, parce que du coup, ça permet de les convaincre, de les embarquer dans la démarche. On avait essayé de faire gaffe à bien montrer des marges d'erreur.
en disant, voilà, attention, là, l'outil, il nous recommande ça, et potentiellement, bah, en fait, ce truc-là, il marche pas très bien. Enfin, potentiellement, ce truc-là, il marche pas parfaitement encore, ou la performance, la précision est pas extrême. C'est compliqué. En fait, c'est très compliqué, moi, je trouve, de pas être, enfin, faut vraiment, il y a un équilibre à trouver entre pas être trop déceptif, c'est-à-dire, voilà, enfin, tu peux pas arriver à leur dire, voilà, mon truc c'est de la merde, mais c'est pas grave, ça va marcher plus tard. Enfin, tu peux dire ça. Tu peux pas non plus dire, c'est incroyable. Donc en fait, faut trouver un peu l'équilibre entre les deux. Le truc avec la marge d'erreur, c'était pas mal, mais après, c'est vrai que c'était, enfin, en fait, une marge d'erreur, c'est compliqué à comprendre quand t'es pas statisticien. Et en fait, ça fait bizarre tu vois, en fait, c'est un peu comme si tu montrais ton produit et que tu mettais des énormes warnings, en fait, en disant, attention, ça marche pas. Enfin, donc compliqué. Donc oui, Hmm. on le faisait, c'était pas mal. Enfin, je me rappelle, il nous avait dit une fois sur un truc comme ça, il nous dit, ah ouais, ce truc-là, c'est le Graal. Donc, t'es super content quand t'entends ça, mais en fait, tu te dis, ok, mais en fait, à la fin, si j'arrive pas à le délivrer, c'est problématique Ouais. quand même. J'ai vendu du rêve, quoi. Donc, complexe, pas Ok. facile. Faut trouver l'équilibre, c'est difficile, c'est très contextuel, je pense. Ok. Ok. Intéressant. Et peut-être juste avant de conclure, effectivement, une dernière question, je pense, qui est intéressante pour l'ensemble des product managers qui sont là. Une question de Nawel. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les product managers, ils doivent commencer à se former à l'IA ou c'est un peu trop tôt? Et s'ils doivent se commencer à se former à l'IA, comment faire? Parce que c'est un sujet qui est ultra vaste. Est-ce qu'il y a des formations que tu conseillerais, des bouquins à lire? Enfin, comment tu vois les choses? Je pense que en fait, il faut, comme un peu tout, faut le faire si on a envie de le faire. C'est-à-dire que ça reste une techno comme une autre. C'est sûr que, enfin, voilà, moi, je fais une prédiction, mais je pense que dans 10 ans, 100% des product managers ne bosseront pas tous sur des problématiques d'IA. Ça me semble clair. Voilà, enfin, c'est possible qu'effectivement, il y a un pourcentage enfin, assez significatif de PM qui bossent là-dessus, mais il y aura toujours d'autres technologies. Il y a eu beaucoup de vagues, un peu de tendances autour de l'IA par le passé, puis il y a aussi des périodes où vraiment ça a beaucoup baissé. Donc, je pense que, en fait, la question, c'est plutôt si enfin, les PM qui sont intéressés un petit peu par ça, pour lesquels ça éveille la curiosité, ça vaut le coup un peu d'aller creuser. Je pense qu'il y a vraiment deux points à aller creuser. Il y a le côté un peu essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, et il y a aller creuser l'usage des outils IA qu'on a sur étagère aujourd'hui. Donc, en fait, bon, pour le ramener un peu à des produits IA, en fait, il y aurait un peu comprendre ce qu'il y a derrière un produit IA et en fait juste avoir des inspirations, des exemples de produits IA, parce que c'est intéressant aussi, ça donne des idées derrière pour les produits. Pour la partie un peu comprendre comment ça fonctionne, bah là, il faut aller un petit peu. Enfin, il y a pas tant de contenu qui vulgarise tant que ça ce que c'est le machine learning, ce que c'est l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne ChatGPT. Moi, j'en avais fait un petit peu de contenu dessus, donc il y en a qui le font quand même. Il faut aller chercher ces trucs-là. Je pense qu'il faut essayer un petit peu d'avoir une forme un peu de compréhension globale de comment ça fonctionne un modèle de machine learning de data. Donc, je vous invite à aller un petit peu vous renseigner là-dessus. Et après, sur la partie usage, pour le coup, c'est un peu plus simple, hein. Je pense qu'il faut, si ça vous intéresse, en fait, il faut juste aller voir sur ChatGPT, des choses comme ça. Alors, il y a plein de gens qui mettent des contenus sur comment l'utiliser intelligemment. Donc, c'est très bien. En revanche, enfin voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, bah, tant que ça reste de la théorie où en fait on regarde ce que font les autres, bah, on apprend moins. Donc, à un moment, il faut juste bah, se créer un petit compte. Il y a une version gratuite de toute façon au début, puis on teste un petit peu soi-même pour voir. Et pour le coup, ça va assez vite, je pense, hein, pour être efficace et commencer à bien utiliser et bien comprendre. Donc, voilà, je dirais, ouais, pour résumer, en fait, d'abord, faut avoir envie de le faire. Donc, pour le dire différemment, si en fait, bah, quelqu'un se dit, enfin, ça me fait chier, si j'ai IA, ça m'intéresse pas, bah, c'est pas grave. Faut pas se forcer à aller dessus juste pour le plaisir. Il y a de la place pour tout le monde et tout le monde va pas faire de l'IA dans le futur, je pense pas. Et ensuite, du coup, pour se former, bah, du coup, les deux versants, la partie, je pense, un peu technique, ce qu'il y a derrière, et puis la partie usage, un peu plus qui est comme un jeu, aller voir les applications et tester les cas d'usage. Ok. Ok, et du coup, Nawel rebondit un petit peu sur ce que tu viens de dire en disant, donc, d'après une étude publiée par Microsoft, 71% des dirigeants français déclarent que les collaborateurs qu'ils vont recruter dans les prochaines années devront présenter de nouvelles compétences pour répondre aux enjeux de l'essor de l'IA. Est-ce que tu penses que le métier de PM est concerné? Je pense que oui, effectivement, à mon avis, je pense. Euh, enfin, je pense qu'effectivement, enfin, en fait, aujourd'hui, vu la tendance, à mon avis, les dirigeants, ils doivent se dire potentiellement, attention, faut que je fasse gaffe à ça. Après, voilà, moi, ça m'inquiète. Enfin, je pense que du coup, Hmm. effectivement, on va attendre, à mon avis, un peu plus que les PM maîtrisent ce sujet. Après, moi, je pense vraiment que il faudra tout, enfin,
on pourra pas faire que des produits avec de l'IA dans le futur, c'est sûr. Il y aura toujours besoin d'avoir des PM qui soient pas spécialistes de ces sujets. Enfin, il y aura toujours besoin de PM qui vont pas bosser 100% du temps là-dessus. Il y aura des PM qui vont aider à construire des produits IA, mais en fait, qui vont pas vraiment toucher le côté IA algorithmique au jour le jour. Donc, euh, donc en fait, aujourd'hui, il y a quand même un gros effet de mode autour de ça. Tout le monde en parle. Euh, Après, voilà, est-ce que les dirigeants qu'on a interrogés ils savent vraiment ce qu'il y a derrière l'IA? Je suis pas sûr. Et en tout cas, encore une fois, enfin, franchement, si quelqu'un vraiment aime pas l'IA, ça l'intéresse pas. Enfin, je sais pas s'il est un product manager, il est passionné de design, de business, de marketing, d'architecture logicielle, et il est pas passionné par l'IA, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est sûr qu'il y aura de toute façon il y aura besoin de gens qui sont pas spécialisés dans l'IA aussi, quoi. Et si vous l'êtes, bah, c'est bien, mais en fait, faut pas se forcer, je pense, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Encore une fois, c'est une technologie. Voilà, il y a plein de manières de faire des produits et tout ne passe pas juste par l'IA. Donc voilà, si ça vous intéresse, Oui. faites-le, mais si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Moi, je suis assez d'accord avec le constat que tu fais, Victor. Je pense qu'on a déjà beaucoup de progrès à faire sur la construction de produits sans IA Ouais, dedans. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans les organisations que j'accompagne, bon, bah, même dans beaucoup de grands groupes, il n'y a pas forcément de département IA, il n'y a pas forcément d'équipe de data scientists. Bon, on est encore un petit peu loin, je pense, de ces sujets. Et ça reste aujourd'hui quand même marginal, hein, des product managers qui travaillent sur l'IA. Si c'est 1% des product managers, c'est déjà énorme. Donc, effectivement, d'ici 10 ans, les choses vont bouger. Mais voilà, d'ici 10 ans, se dire qu'il y a plus de 50% de product managers qui font de l'IA, je pense que voilà, 10 années, ça passe vite. Je pense qu'on n'y sera pas encore. Mais c'est sûr que la tendance de fond est là. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, Victor, on arrive au bout. Il nous reste une minute. Mais il nous reste une Je vais slide. Tout va bien. conclure. Je vais conclure de manière, ouais, de manière très, très, alors, du coup, c'est le happy end que tout le monde attendait, mais, non, non, mais c'est pour ouais, un peu, dire qu'en fait, il faut aller vers une relation assez pacifiée, je pense. Encore une fois, l'intelligence artificielle, elle est forte quand l'humain qui l'a conçu, il était fort, il a bien fait les choses, donc, elle a besoin d'humains. Encore une fois, en fait, les modèles, du coup, hein, pour prédire la performance des shampoings, ils sont bien si les gens derrière, donc les chercheurs derrière qui ont aidé à concevoir ces modèles, ils ont bien compris comment ça se passait, quelles sont les interactions moléculaires. Donc l'IA, il a besoin d'humains. Et ensuite, l'homme, il a besoin d'IA, je pense aussi. En fait, il faut l'utiliser pour faire des tâches pas agréables, pas intéressantes, qui sont à faible valeur ajoutée, qui nous plaisent pas. Donc voilà, il faut pas hésiter à le faire aussi. Enfin, il faut pas hésiter à l'utiliser. Mais encore une fois, voilà, c'est sur des tâches enfin, des tâches où ça va nous augmenter. Donc voilà, pour nous permettre de nous focaliser sur des choses à plus forte valeur ajoutée. J'ai vu un commentaire dans le chat qui résume bien ça, qui en fait, il y a une dimension humaine, en fait, que de toute façon, on ne pourra jamais traiter par les IA. Si jamais l'IA nous permet, elle permet au PM, en fait, de faire des choses administratives, pas hyper intéressantes plus rapidement pour qu'ensuite ils puissent se focaliser sur la dimension humaine et l'utilisateur, c'est très bien. Et du coup, moi, je serais très content de ça. Et c'est probablement un peu la direction que ça va prendre. Donc c'est top. Trop cool. Merci beaucoup, Victor, pour tous ces éléments. Franchement, c'était canon et ultra intéressant. Est-ce que pour finir, tu as un petit message à faire passer? Je sais pas, est-ce que voilà, il y a des recrutements côté L'Oréal? Est-ce que il y a des choses que tu veux dire par rapport je sais pas, aux publications que tu fais sur LinkedIn? Enfin voilà, n'hésite pas si tu Bah, veux donner un petit message ou. ouais, bah non, mais du coup, moi, je vais vous donner un peu je vous envoie le lien de ma newsletter, parce que je parle pas mal de ces sujets-là. Je parle un peu de ChatGPT, évidemment, parce que c'est un sujet intéressant qui plaît pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Enfin, en gros, vous pouvez regarder déjà et sans vous inscrire sans problème. Et puis allez voir sur LinkedIn aussi, parce que j'en parle pas mal. Moi, j'ai envie que les gens comprennent mieux ce qu'il y a derrière, au-delà de l'usage. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave du tout. Ou en tout cas, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter aussi pour savoir, si vous avez des petites questions. En tout cas, bah, merci beaucoup, Benoît, c'était hyper agréable, hyper content, et merci à vous d'être venu. C'est sympa sur cette heure de 13-14, hein, qui est un peu Ouais. bourgeoisie, donc c'est cool. Bon, un grand merci, franchement, Victor, c'était canon. C'est des thématiques qui sont importantes. Tu vois, beaucoup de product managers se posent pas mal de questions par rapport à l'IA. Donc, c'était top que tu nous parles de tout ça. Et puis, bon, bah, voilà, un grand merci à tous les participants. N'hésitez pas à suivre Victor sur LinkedIn et à vous abonner à sa newsletter. Il n'y a que du contenu de qualité, donc que des belles choses. Donc, voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, à très bientôt, je pense, pour la prochaine édition du Pourbier. Merci, Victor. Merci à tous. Salut, au Merci. revoir. Bye.